Bonjour, Benjamin Hidalgo, donc je suis enseignant en kinésithérapie musculo-squelettique en haute école à Vinci au Parnasse et à l'université à la FSM de l'UC Louvain. Je suis également aussi clinicien et chercheur dans les troubles musculo-squelettiques. Bienvenue dans cette masterclass. Donc aujourd'hui, on va adresser un autre sujet très important et complémentaire au modèle biopsychosocial du masterclass précédent. C'est celui sur l'importance des facteurs d'hygiène de vie dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques et de la douleur chronique. Donc d'abord, les facteurs d'hygiène de vie sont fondamentaux pour la santé, pour la douleur chronique aussi, comme je viens de le dire, et pour la prise en charge de nombreux troubles musculo-squelettiques du cadran supérieur et du cadran inférieur. Donc d'abord, on va commencer par quelques notions, dont d'abord l'application de ces facteurs. Il y a des facteurs qui sont dits modifiables versus des facteurs qui sont non modifiables. Donc les facteurs modifiables sont par exemple le sommeil ou l'alimentation. Des facteurs non modifiables sont par exemple les antécédents traumatiques par exemple ou la génétique. Ensuite, donc en termes de prévention, agir sur ces facteurs est probablement le meilleur moyen de réduire ou de limiter l'occurrence de maladies chroniques et des troubles musculo-squelettiques. Ça amène donc une réduction du risque de chronicisation des troubles musculo-squelettiques et l'implication, comme pour le modèle de biopsychosocial, ce sont des facteurs qui peuvent donc vraiment aider à réduire la douleur et à être en meilleure santé au sens large du terme, mais le patient doit devenir acteur de sa santé. On va d'abord commencer par la définition de la santé, justement. D'après l'OMS, donc c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ça ne concerne pas donc uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est une très vieille définition qui n'a pas beaucoup évolué. Par contre, il y a un peu des updates quand même sur l'état de santé. Donc ce schéma aussi, qui vient aussi d'une ressource de l'OMS, propose donc, on voit donc sur le côté droit ici l'état de santé de la population avec les trois piliers, la santé donc physique, mentale, psychologique qu'on a eu dans la première définition. Et on a aussi d'autres axes très importants, donc les caractéristiques biologiques, les caractéristiques individuelles, les habitudes de vie, les facteurs d'hygiène de vie qui contribuent à la santé, et c'est le but de masterclass d'aujourd'hui, les caractéristiques socio-économiques aussi. Ensuite, on s'éloigne encore un petit peu, mais ça intervient toujours dans la santé, donc le voisinage, le milieu scolaire, le milieu familial, le milieu de vie, le milieu de travail, le milieu d'hébergement. Puis on a le soutien à l'emploi, le système d'éducation, les aménagements du territoire, les services sociaux, etc., donc qui varient fortement d'un pays à l'autre. Le contexte social, économique au sens large, politique, démographique, scientifique, et l'écosystème. Donc on voit que c'est vraiment une représentation avec de nombreux facteurs en fait par rapport à la santé. L'hygiène de vie dans tout ça, c'est l'ensemble de mesures destinées à préserver et à promouvoir une santé optimale afin de prévenir un certain nombre de maladies selon certaines règles de style de vie. Alors une bonne hygiène de vie permet d'influencer vraiment sur l'espérance de vie. Il y a plusieurs études qui ont démontré ça. Et cette influence peut porter jusqu'à plus de 10 ans d'augmentation de l'espérance de vie. Donc ça peut être même parfois 15 ans ou 20 ans, mais en tout cas, on va rapporter jusqu'à plus de 10 ans d'amélioration de cette espérance de vie. L'ensemble de ces mesures, donc, pour promouvoir et préserver donc, une santé optimale, avec ces différentes règles, eh bien, cette règle doit porter sur des facteurs quand même spécifiques, des facteurs de risque. D'accord. Et les facteurs de risque connus et reconnus, bien démontrés dans la littérature, sont notamment le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, la malnutrition et la sédentarité. Donc ces 4 facteurs de risque augmentent de manière très importante le risque de décès. Si on prend qu'un facteur de risque, on a 1,4 fois plus de chances d'avoir ce décès. Pour 2 facteurs, on multiplie par 2. Pour 3 facteurs, on multiplie par 2,5. Et pour 4 facteurs, on multiplie par 4,4. Donc, c'est vraiment ces 4 facteurs de risque qui sont vraiment très importants de contrôler. Donc, l'OMS propose donc qu'on peut modifier ou adapter donc, ces différents facteurs afin donc, de favoriser un meilleur niveau de santé. Et il y a plusieurs principes en fait, d'hygiène de vie. D'abord, l'hygiène du corps, l'hygiène de l'âme, l'hygiène de l'esprit et d'autres domaines. Dans l'hygiène du corps, on a tout ce qui est oxygénation cellulaire, hydratation, nutrition et alimentation, activité physique et sommeil. L'hygiène de l'âme constitue plutôt le bien-être spirituel,
croire en quelque chose, avoir des objectifs aussi, par exemple. L'hygiène de l'esprit, c'est le bien-être psychologique, comme la pensée positive, le développement personnel, par exemple. Les autres domaines constituent plutôt des hygiènes d'ordre lié à la sexualité, par exemple les protections lors de rapports sexuels, l'influence de l'environnement, donc un environnement salubre versus un environnement insalubre. Tous ces principes d'hygiène de vie ici sont importants pour l'AMS. Alors, on a d'autres sources, notamment la fameuse pyramide des besoins de Maslow, qui nous explique un petit peu justement par rapport à tout ça, quels sont les besoins fondamentaux. Donc, il y aurait des besoins, d'après Maslow, qui sont physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins d'amour et d'appartenance, des besoins d'estime et d'auto-actualisation. La base de la pyramide, les fondations, ce sans quoi on ne peut pas vivre, sont la respiration, la nourriture, l'eau, les activités sexuelles, le sommeil, l'homéostasie et les excrétions des toxines. Donc ça, c'est les besoins vraiment physiologiques fondamentaux. Ensuite, l'axe sécurité, donc la sécurité du corps, l'intégrité corporelle, de l'emploi, des ressources alimentaires par exemple, de la moralité, de la famille, de la santé et de la propriété. Le troisième niveau, c'est le besoin d'amour et d'appartenance, amitié, famille, intimité avec le partenaire. L'avant-dernier niveau, c'est l'estime de soi, de confiance, de réussite, de respect des autres et le respect par les autres. Et enfin, le sommet de la pyramide, c'est l'auto-actualisation, la moralité, la créativité, la spontanéité, la résolution de problèmes et l'acceptation, par exemple, de soi ou de situation. Les facteurs d'hygiène de vie sont donc des choix de comportement que les individus vont faire au quotidien, donc tous les jours, pouvant avoir un impact sur leur santé. Par exemple, maintenir un poids santé-forme qui peut réduire donc, le risque de maladies chroniques comme le syndrome métabolique, le diabète de type 2, l'obésité, l'hypertension artérielle, par exemple. Alors, dans les facteurs d'hygiène de vie qui sont les plus courants, bon, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même les plus courants, on a donc le fameux régime alimentaire, on a l'exercice, le sommeil, la gestion du stress, la consommation de substances médicamenteuses, etc., l'environnement et les liens sociaux. Donc ça, c'est vraiment les facteurs d'hygiène de vie les plus courants. D'après cet auteur, il y aurait 9 facteurs clés de la mode de vie sain. On va retrouver certains facteurs qui étaient déjà présents selon l'OMS, mais d'autres qui vont se rajouter. La nutrition, les études donc au niveau cognitif, l'application de nouvelles technologies, et ça c'est important, on en parlera plus tard, les activités liées à l'aspect sexuel, les substances illicites, l'amusement, très important aussi, médication excessive, l'exercice et le sommeil. La pyramide alimentaire, donc si on discute vraiment de ce facteur alimentation-nutrition qui est un des facteurs fondamentaux dans les facteurs d'hygiène de vie, eh bien la base de la pyramide fondamentale, on a vraiment besoin de boire de l'eau tous les jours et la quantité minimale est de 1,5 litre d'eau par jour, avec de l'eau évidemment potable. Et donc ce besoin en eau peut augmenter forcément en fonction de la température ou de l'activité physique de la journée, et on peut monter par exemple jusqu'à 3 litres. Et donc il y a un minimum, c'est autour d'1,5 litre d'eau par jour. Ensuite, le deuxième besoin fondamental au niveau de la pyramide alimentaire, c'est tout ce qui est nécessité de sucre lent ou de glucose, dérivé notamment des céréales essentiellement. On discutera un petit peu justement quand même de cet aspect-là au niveau céréales dans l'alimentation anti-inflammatoire après. Mais donc, par exemple, le riz ou le quinoa, par exemple, ou les pâtes, par exemple. Ensuite, il y a les légumes et les fruits, les produits laitiers, les viandes, le poisson ou les œufs, les matières grasses qu'il faut limiter, surtout les graisses saturées, et enfin tout ce qui est sucre raffiné, il faut vraiment limiter au maximum. Donc une autre façon aussi dans cette notion un petit peu qui est associée à l'alimentation, cette notion de poids santé, on va dire ça comme ça, si on veut maintenir un poids santé, on peut avoir quelques conseils qu'on peut donner, évidemment par rapport à l'alimentation, mais aussi au mode de vie. Donc c'est vraiment lié aux facteurs d'hygiène de vie. La base d'une perte de poids, c'est d'avoir un déficit kilocalorique. Donc c'est-à-dire que les énergies qui vont être dépensées sur la journée doivent être plus importantes que les énergies qui vont être ingérées sur la journée. Il ne faut pas non plus un énorme déficit kilocalorique, sinon on va générer le phénomène yo-yo bien connu dans les régimes. On considère que
il faudrait plus ou moins un déficit de 500 kilocalories par jour. C'est acceptable pour avoir une prise de poids progressive et continue. Ensuite, on a donc la prise de protéines. Donc, le régime alimentaire doit être un peu plus axé sur les protéines et la recommandation, c'est plus ou moins 1,5 g de protéines pures par poids de corps par jour. Donc, si je pèse 100 kg, je dois avoir 150 g de protéines pures par jour. Donc, légèrement hyperprotéiné, mais légèrement. Faire du travail de renforcement musculaire 2 à 5 fois par semaine, de 30 minutes à 60 minutes. Ça ne sert à rien de rester pendant 2 heures dans la salle. En une demi-heure, 3 fois par semaine, on peut très bien avoir un effet suffisant en termes de renforcement. Dormir correctement, 7 à 9 heures par nuit, et peut-être faire du cardio. C'est pas toujours nécessaire. On voit que c'est le sommet de la pyramide, donc il ne faut pas toujours courir comme un malade pour perdre du poids. C'est d'abord les fondations, déficit calorique, régime légèrement hyperprotéiné, travail de musculation, de renforcement de muscles et de mouvements polyarticulaires, un bon sommeil, et éventuellement, si vous avez envie, un petit peu de cardio. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de cette notion de poids santé? Parce que c'est un cercle vicieux dans les troubles musculo-squelettiques. Le plus connu, c'est les atteintes à cause du surpoids, des troubles musculo-squelettiques du cadran inférieur. Donc, la lombalgie en fait partie, par exemple, mais ça pourrait aussi être l'arthrose de hanche ou de genou. Dans la lombalgie chronique, si on est en surpoids ou si on est en situation d'obésité, on va avoir une douleur qui va augmenter, forcément un comportement d'évitement de la douleur, on va avoir des limitations fonctionnelles dans la vie de tous les jours, et la forme physique au sens large qui va se réduire. La prise de poids qui continue à augmenter va générer de plus en plus de peur du mouvement, le trouble perçu va être de plus en plus important, les fonctions physiques, la condition physique va se réduire, la qualité de vie va se réduire, et il va y avoir l'apparition de dysfonctions de plus en plus présentes. Donc ça, c'est le cercle vicieux de la lombalgie chronique. Tandis que si on passe de l'autre côté, donc dans l'exercice régulier, on va avoir une réduction de la douleur, une réduction du comportement d'évitement de la douleur et une réduction des limitations fonctionnelles. La peur du mouvement va se réduire, on va augmenter les dépenses énergétiques justement, on va avoir un sentiment d'auto-efficacité, une augmentation de la forme physique et de la gestion du poids. Et donc la sévérité de la lombalgie, les dysfonctions perçues, la qualité de la vie va s'améliorer et les facteurs de risque vont se réduire. Et donc c'est l'importance ici de l'exercice régulier dans le trouble musculo-squelettique qu'est la lombalgie. On voit vraiment les deux types de conséquences négatives d'un côté et positives de l'autre côté que l'activité physique va apporter. Alors, quelques recommandations pour prévenir des troubles musculo-squelettiques. Eh bien, on pourrait donner 12 directives pour maintenir un mode de vie sain, qui sont recommandées par des auteurs. D'abord, la première chose, après il n'y a pas d'ordre prioritaire, ils sont tous importants, mais donc changer de posture régulièrement. Si vous êtes en position assise, parce que vous avez un travail qui est devant un PC ou un ordinateur, il faut essayer de se lever, de bouger le plus régulièrement possible. Donc, de ne pas rester statique dans la même position trop longtemps. Ensuite, on va essayer de gérer la charge, donc la charge physique, par une exposition graduelle à des mouvements sportifs, à un entraînement. La course à pied, par exemple, on va progressivement augmenter le temps de course ou la vitesse de course. Donc on va vraiment y aller progressivement dans la gestion de la charge. On va utiliser de préférence des équipements ergonomiques si on en a, si c'est faisable. Donc par exemple, l'utilisation de bonnes chaussures de sport en fonction du sport que vous allez pratiquer. C'est pas le même type de matériel sportif. Donc ça, c'est une chose, par exemple. On peut aussi avoir des outils qui peuvent être plus ergonomiques que d'autres en fonction de différents métiers. Le port de chaussures de qualité et adapté, par exemple, si vous êtes dans un milieu vous avez besoin de port de chaussures de sécurité, c'est important pour préserver votre corps des blessures, par exemple. L'échauffement, avoir une activité physique fondamentale, l'échauffement musculo-squelettique et cardiovasculaire, un maintien donc, du poids santé, comme on a discuté juste avant, mise en place d'une activité physique, et on va discuter un petit peu de quel type d'activité physique, absence de tabagisme, diminuer le stress ou réduire le stress, éviter la consommation excessive d'alcool et privilégier une alimentation équilibrée. On va revenir là-dessus après aussi. Enfin, dernière recommandation, privilégier un sommeil réparateur. Ça permet vraiment de gérer la douleur chronique en la réduisant. Quelques conseils pour améliorer justement le sommeil. C'est un axe fondamental dans la douleur chronique. D'abord, il faut essayer de respecter un horaire de sommeil qui soit régulier, au coucher comme au lever, même si a priori l'heure du lever semblerait être un peu plus importante. Enfin, donc il faut un environnement qui soit propice au sommeil, calme, propre, sans bruit. Limiter la consommation de substances qui pourraient exciter ou perturber le sommeil, comme la caféine ou l'alcool,
tard le soir avant d'aller dormir. Éviter les écrans de 1 à 2 heures avant le coucher. Pratiquer un exercice régulier. Éviter les exercices vigoureux le soir, donc les activités intensives le soir à haute intensité perturbent le sommeil. Si vous allez faire une activité de haute intensité, comme par exemple le crossfit, de 20h à 21h ou de 21h à 22h, il est probable que vous n'allez pas pouvoir vous endormir tout de suite. C'est d'ailleurs un des gros problèmes chez les sportifs quand même aguerris ou confirmés, c'est qu'il y a beaucoup d'entraînements qui se font généralement le soir, et donc ça amène des troubles du sommeil chez les sportifs. Se détendre avant de se coucher, donc activité relaxante, livre à lire, un livre, prendre un bain chaud, respiration profonde, méditation, faire de la musique ou des choses comme ça. Éviter des repas qui sont trop lourds et tard le soir ou trop légers, par exemple ne pas manger, jeûner avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que les processus de digestion, soit par excès, soit par manque, peuvent perturber donc le sommeil. La partie donc activité physique, d'après donc les recommandations de l'OMS, un adulte devrait pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique d'un type aérobie à intensité modérée ou 75 minutes d'activité physique aérobie d'intensité vigoureuse par semaine pour prévenir les différentes pathologies et améliorer la santé au sens large. Cependant, d'autres recommandations disent que pour avoir un impact réellement significatif sur notre santé, on devrait quasiment doubler ce standard. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même planifier son agenda en fonction, parce que ça prend du temps. Il y a 2 pyramides que je vais présenter un petit peu sur l'activité physique. La première ici, c'est des recommandations générales. 1 demi-heure quotidiennement, tous les jours, avec un essoufflement léger, donc par exemple de la marche nordique, ou un footing à basse vitesse. Pratiquer de l'endurance 2 à 3 fois par semaine pendant 30 à 60 minutes, donc vraiment des activités d'endurance légèrement supérieures en termes de fréquence cardiaque. Pratiquer de la force et de la souplesse 2 fois par semaine. Et le sommet de la pyramide éventuellement des activités supplémentaires. Par exemple, si vous aimez bien faire un paddle 1 fois par semaine avec des amis. L'autre pyramide de l'activité physique en termes de recommandations, avec 4 niveaux. Le premier niveau, c'est les activités de la vie de tous les jours. Je vais prendre des escaliers, je vais marcher un peu plus que d'habitude, moins utiliser la voiture. Donc, c'est essayer d'amener plus d'activités physiques, jardinier par exemple, dans sa vie de tous les jours. Ensuite, on a le niveau 2, qui est la pratique d'un sport, d'accord, aérobie, donc le vélo, le jogging par exemple, la course à pied, et des sports plus récréationnels comme le tennis, le paddle, le basket, etc. Le niveau 3 sont des essais de renforcement, donc de musculation, 2 à 3 fois par semaine, et de mobilité, étirement 3 à 7 fois par semaine. Enfin, le niveau 4 sont la chose qu'il ne faut pas recommander, c'est l'inactivité. Donc, il faut essayer de bouger vraiment régulièrement et de rarement être en inactivité. Maintenant, parfois, dans des périodes de récupération, qu'on a été beaucoup en surcharge, c'est important d'avoir aussi ce qu'on appelle un day off par semaine, donc 1 jour par semaine, où on fait un repos relatif en termes d'activité physique. En tout cas, l'activité de la vie de tous les jours, en termes d'activité sportive, éventuellement, ça peut être intéressant de faire un day off. Alors, pourquoi on doit réaliser des activités de force? D'accord, on va parler un petit peu de différentes activités qu'on doit faire et ce qu'on doit privilégier. La force est fondamentale. Pourquoi? Donc, faire de la musculation, c'est fondamental pour avoir un bénéfice sur le maintien de la santé osseuse, densité osseuse, pour améliorer la fonction musculaire, la force, l'endurance, la coordination, pour améliorer le soutien de la santé des différentes articulations, améliorer naturellement la posture, spontanément, et amélioration de la fonction physique, tout simplement globale. Pourquoi il est aussi important de réaliser une activité de mobilité? Et donc, les bénéfices sont un maintien de la santé de nouveau articulaire, réduction du risque éventuellement de blessures, prévention des déséquilibres musculaires, réduction du stress sur les articulations et une amélioration de la fonction globale. Et pourquoi il faut aussi alors pratiquer des exercices plutôt d'équilibre, de proprioception? C'est pour réduire le risque de chute, améliorer la stabilité du corps dans l'espace, améliorer la coordination et le contrôle neuromusculaire, et éventuellement améliorer les performances sportives. Et donc, ces 3 facteurs de conditions physiques, que sont la force, la mobilité et l'équilibre, constituent une trilogie fondamentale à intégrer dans les activités physiques et sportives recommandées. Et donc, ces 3 axes sont vraiment fondamentaux, comme on vient d'expliquer, de bien vraiment intégrer ce travail de force, de mobilité et d'équilibre
quotidiennement ou de manière hebdomadaire. La pyramide qui concerne la réduction des blessures, donc la prévention, la réduction des blessures. Lorsqu'on pratique une activité physique, on peut parfois aussi se blesser par surcharge, par exemple. Justement, ça va dépendre de plusieurs facteurs. La base, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. D'accord? Il faut avoir un état d'esprit qui soit positif et ce qu'on appelle un growing mindset, donc pouvoir se développer. Et ensuite, c'est la gestion de la charge en termes de volume, en termes d'intensité, en termes de fréquence, etc., en fonction des différentes activités sportives que vous allez choisir. On doit absolument travailler le renforcement musculaire, donc c'est le travail de la force. L'habilité de mouvement va intégrer la mobilité et l'équilibre. La flexibilité, c'est vraiment la mobilité. Et on voit que graduellement, les différents éléments prennent de moins en moins d'importance dans la prévention et la réduction des TMS, comme le tapping ou d'autres techniques de charlatanisme qu'on pourrait éventuellement voir chez certains thérapeutes. Donc la fondation, la base de la réduction des blessures, c'est le mindset, la gestion de la charge, le renforcement musculaire, le travail des patterns de mouvement et la mobilité. La récupération après l'effort. Donc après un effort, quelles sont les stratégies qui ont le plus de preuves scientifiques sur la récupération, par exemple des courbatures ou des raideurs, après un travail d'entraînement, pour de nouveau justement avoir de la fraîcheur pour les entraînements suivants. La fondation, la chose la plus importante en termes de preuves scientifiques, c'est le sommeil et le travail de relaxation. Par exemple, la méditation en pleine conscience, les exercices respiratoires, etc. Ensuite, il y a la nutrition, l'alimentation et l'hydratation qui sont fondamentales dans la récupération à l'effort. L'alternance d'immersion de bains chauds et de bains froids, la compression, les étirements, la récupération active, le travail sur les tissus mous, etc. Donc, on voit qu'au plus on monte dans la pyramide, au moins on a de preuves scientifiques. Donc, les deux éléments qui sont fondamentaux dans la récupération à l'effort physique, c'est vraiment le sommeil, la relaxation, qui sont ensemble, et la nutrition et l'hydratation. L'apparition des blessures, des troubles musculo-squelettiques peuvent être associés à plusieurs facteurs. Le manque de sommeil, comme on l'a déjà expliqué, une mauvaise technique éventuellement, lors de certains mouvements spécifiques dans certains sports, le surentraînement, quand il y a vraiment une notion de surentraînement, que la personne est en surentraînement, la mauvaise alimentation, nutrition, trop de charge sur un entraînement, éventuellement, le matériel qui est inadapté, par exemple, aussi, peut aussi éventuellement donner, ou occasionner des blessures. C'est toujours un ensemble qui est vraiment multifactoriel. Alors, en concernant l'alimentation, il y a un rôle qui est vraiment très important de l'alimentation. Donc les bénéfices de l'alimentation sont importants. D'abord parce que ça va fournir les nutriments et les éléments de base nécessaires à la croissance et à l'entretien ou à la récupération du système musculo-squelettique. Ça va participer à la santé osseuse pour lutter contre l'ostéopénie, l'ostéoporose. Ça va participer au soutien à la santé musculaire pour éviter la sarcopénie et l'atrophie musculaire. Ça va aider à réduire l'inflammation. On va avoir une meilleure gestion du poids. Donc, ça va améliorer la santé globale du patient. Dans cette alimentation, on a de plus en plus cette notion de régime anti-inflammatoire. Donc, il y a plusieurs formes de régime anti-inflammatoire, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a plusieurs tendances aussi, on va dire ça comme ça. Et donc, au sens large, quand même, il est communément admis que le régime anti-inflammatoire se base sur la consommation d'aliments entiers et riches en nutriments, en antioxydants qui peuvent aider donc à réduire l'inflammation. Donc ça peut être très bénéfique pour des personnes qui souffrent de troubles musculo-squelettiques chroniques, car bon nombre de ces affections sont associées à une inflammation chronique. Alors quels sont les aliments anti-inflammatoires? On a les fruits et les légumes, on a les grains en entier, les noix et les graines, ou les poissons gras, ou les herbes et les épices, curcuma par exemple, ou l'ail. Et donc ça, c'est les aliments anti-inflammatoires de base. Quels sont les aliments plutôt dits inflammatoires? Donc là, on peut discuter un petit peu, mais il y a quand même des aliments inflammatoires qui sont répertoriés maintenant dans la littérature. Et donc, ça pourrait supprimer ces aliments, peuvent aider à réduire l'inflammation chronique, comme l'arthrite, par exemple, ou dans certaines tendinopathies, par exemple. L'aliment le plus inflammatoire est probablement les céréales, et dans les céréales de blé, d'accord, avec le fameux rôle du gluten. Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas que la maladie cœliaque, il y a ce qu'on appelle la sensibilité non cœliaque au gluten qui crée un phénomène inflammatoire important. Et de plus en plus de personnes ont cette sensibilité non cœliaque.
au gluten. Donc ça peut être un axe vraiment intéressant dans certaines pathologies, notamment dans l'arthrite. On a aussi un phénomène sur l'aspect les pathologies cutanées, par exemple, sur le psoriasis notamment, démontré sur le gluten. Donc d'autres aliments inflammatoires sont les aliments qui sont riches en sucre raffiné, industriel, et en graisses saturées. On pourrait rajouter aussi éventuellement les produits laitiers. De nouveau, il y a des sensibilités qui sont différentes d'une personne à l'autre. Chacun peut avoir une sensibilité plus au gluten, plus au lait par exemple, ou plus au sucre. Et donc, de nouveau, c'est un peu à chacun à faire un petit peu son introspection alimentaire pour voir un petit peu qu'est-ce qui provoque de l'inflammation, qu'est-ce qui en provoque moins. Et d'une personne à l'autre, forcément, c'est pas toujours les mêmes aliments. Alors, l'hydratation. L'hydratation, comme j'ai déjà expliqué, donc 1,5 à 3 litres par jour en fonction de la température, etc. Bénéfice d'une bonne hydratation, c'est le maintien de la viscosité du liquide synovial articulaire, réduction des crampes et des spasmes musculaires, amélioration de la flexibilité, soutien de l'apport en nutriments aux différents tissus, et favorise l'élimination des toxines ou des déchets. Enfin, donc la gestion du stress. Le stress est vraiment fondamental, puisqu'il y a des effets qui sont délétères, et le stress peut vraiment exacerber l'expérience de la douleur chronique, d'accord, en augmentant la sensibilisation du système nerveux central. Donc les effets vraiment délétères du stress sont une augmentation de la perception de la douleur, peuvent interagir avec la gestion de la douleur, donc en augmentant cette sensibilisation au système nerveux central, donc cerveau, tronc cérébral, moelle épinière, augmente les tensions musculaires, les contractures éventuellement, augmente aussi le phénomène inflammatoire dans la douleur chronique et amène une réduction de la qualité de vie due à la fatigue et à l'anxiété. Bon, évidemment, ça perturbe aussi forcément le sommeil. Le e-health, donc, ou la santé au sens large avec les technologies, la e-santé, donc l'utilisation donc, de technologies peut être vraiment utile pour améliorer sa santé, et en particulier dans les troubles musculo-squelettiques, pas que, mais dans les troubles musculo-squelettiques aussi. Ça peut permettre de faciliter les téléconsultations avec des thérapeutes et des patients, utiliser des moyens de téléréadaptation, proposer des prescriptions d'exercice par exemple, mise en place d'autogestion de la douleur par exemple, surveillance de certains troubles musculo-squelettiques à distance, comme le risque de chute, etc. par exemple, ou des consignes pour la lombalgie, ou pour la reprise de la course à pied quand il y a des TMS du membre inférieur, éducation donc, des patients à la douleur, à la charge, etc. Donc le e-santé, l'axe probablement le plus important, c'est l'utilisation des montres intelligentes, donc les smartwatches et dérivés. Il y a des rings, il y a donc des anneaux qui existent, il y a aussi des bracelets qui existent, ou alors au sens large, les smartwatches peuvent vraiment, d'après vraiment une étude récente d'ailleurs qui est publiée dans le Lancet, être des outils qui sont très utiles à la gestion des différents facteurs d'hygiène de vie dont on a discuté. Donc les montres connectées peuvent amener par exemple un suivi, c'est pas exhaustif, un suivi d'activité, d'accord, physique par la GPS. On peut voir aussi la fréquence cardiaque, les kilocalories dépensées, etc. sur la journée. Elles peuvent aussi aider à monitorer le sommeil, donc les routines de sommeil, à quelle heure on va se coucher, à quelle heure on va se lever, nombre d'heures qu'on a dormi, sommeil profond, sommeil paradoxal, la fréquence cardiaque au repos lors du sommeil, etc. On peut aussi avoir des fixations d'objectifs grâce au smartwatch. Donc, objectif quotidien, je dois par exemple faire mes 10 000 pas par jour, je dois dépenser 1000 kilocalories par jour, je dois me lever au moins une vingtaine de fois par jour, etc., etc. Il y a toujours peut y avoir des fonctions de rappel de bouger quand les pauses sont prolongées, donc il y a des détecteurs de mouvement avec les accéléromètres, et quand on est trop statique, la montre peut nous envoyer une information, un message pour nous dire « Ok, il est temps de se mettre en mouvement ». Et alors, enfin, c'est un très bon suivi pour enregistrer toutes les séances d'entraînement, pour voir un petit peu justement la gestion de la charge et la récupération après l'effort notamment, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est devenu indispensable dans la gestion des différents facteurs d'hygiène de vie. Enfin, pour conclure ce masterclass sur justement les facteurs d'hygiène de vie, vouloir évoluer, changer, demande vraiment une prise de conscience. Elle doit être vraiment conscientisée. Et donc, vouloir vraiment se sentir mieux en modifiant ces facteurs d'hygiène de vie ou en restant le même, demande d'être proactif, de sortir de sa zone de confort et de modifier ses comportements, en tout cas de modifier les facteurs qu'il est possible de modifier,
Et pour nous aider à prendre cette bonne décision, à se sentir mieux, il faut d'abord définir le pourquoi profond. Pourquoi on veut absolument modifier nos facteurs d'hygiène de vie. Et chacun a un pourquoi profond qui est différent. De nouveau, donc le mindset est vraiment fondamental pour se mettre en mouvement vers une amélioration de la santé par les différents facteurs d'hygiène de vie. Merci à vous d'avoir suivi ce masterclass et à bientôt.